On avait fait la dernière fois un truc sur les dividendes et la dépakine, mettant en avant que parmi les 56 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires, l'entreprise numéro 1, c'était Sanofi, avec plus de 6 milliards d'euros versés. Et en liant ça avec le scandale de la dépakine, ce médicament qui contre l'épilepsie et qui engendre de l'autisme, des cas d'autisme. Il y a Cécile, médecin, qui m'a interpellé. Donc une médecin. Vérifie tes infos. J'ai toujours appris qu'il fallait pas mettre de dépakine chez la femme enceinte. Je suis pas pour les labos, mais là, ça vient pas d'eux, mais des collègues. Donc voilà, elle dit, c'est pas Sanofi qui a toujours... donc William, étudiant en 6e année de médecine. Récemment ont été découverts des risques importants de troubles neurodéveloppementaux à type de déficit cognitif, troubles autistiques et autres. Bon. Il dit, ce médicament a toujours été contre-indiqué chez les femmes enceintes. En réalité, ici, le problème ne relève pas du labo, mais bien des médecins qui n'ont, semble-t-il pour certains, pas suivi les règles de prescription. Donc encore une fois, on nous dit, le problème, c'est pas le labo, c'est le médecin. Barbara, qui est épileptique et sous dépakine elle-même, les médecins m'ont toujours informé qu'il ne fallait pas que je tombe enceinte. Personnellement, dans le cas de la dépakine, il est de la responsabilité des médecins de ne pas avoir prévenu leurs patientes. Regardez dans les livres anciens où sont répertoriés les médicaments avec leurs contre-indications. D'abord, je trouve que ces remarques ont été faites sur un ton de bienveillance. Certes, on interpelle, mais on ne dit pas hey, « connard, tu vas aller vérifier tes infos », comme ça se passe souvent sur Internet. Donc je trouve que ces remarques bienvenues, puis ça me force à bosser, parce que je fais des éditoriaux comme ça en lisant vaguement des bouquins, mais c'est pas mal qu'on te dise bah, « vérifie tes infos, camarade ». Donc ça m'a forcé à bosser sur le fond du dossier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Marine Martin, qui préside, qui a lancé l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, c'est-à-dire de lutte contre la dépakine, on va faire bref. Donc je précise que ma source n'est pas du tout neutre, mais je lui ai demandé de m'envoyer toutes les RCP. Qu'est-ce que c'est que les RCP du médicament? C'est le résumé des caractéristiques du produit, toutes les RCP depuis les années 80. Je lui ai demandé de m'envoyer ça, afin que je vérifie si, comme on me l'annonce, ça avait toujours été... on avait toujours dit aux médecins de ne pas conseiller ce médicament aux femmes enceintes. Je voulais vérifier ça, donc dans les trucs qui sont issus du ministère des Affaires sociales, de l'autorité du médicament et tout ça. Donc là, je vais retracer ces notices. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on me dit c'est toujours contre-indiqué, en 1986, il est écrit « Chez une femme épileptique traitée par dépakine, il ne semble pas légitime de déconseiller une conception. Pendant la grossesse, un traitement antiépileptique efficace par dépakine ne doit pas être interrompu. » Donc là, en 1986, il est très clair, on dit aux médecins de ne pas interrompre en cas, même chez la femme enceinte, un traitement sous dépakine. Donc déjà, c'est complètement contraire à ce qui m'est annoncé par Cécile, William et Barbara, sans que je leur en veuille aucunement, mais ces deux phrases-là, elles vont demeurer intactes pendant 20 années, puisque en 2004, on lit encore, chez une femme épileptique traitée par le valproate, alors la différence c'est qu'on a changé le nom dépakine par la molécule valproable, il ne semble pas légitime de déconseiller une conception. Encore une fois, même si on est traité sous dépakine, on peut avoir un enfant, et toujours, pendant la grossesse, un traitement antiépileptique efficace par dépakine ne doit pas être interrompu. Donc voilà, toujours pareil, jusqu'en 2004. En 2006, soudain, on a un vrai looping. C'est là qu'intervient la rupture. Compte tenu des données disponibles, l'utilisation de valproate de sodium est déconseillée tout au long de la grossesse et chez les femmes en âge de procréer. Donc là, la rupture, elle intervient en 2004. Mais avant 2004, c'est pas ça qui est donné aux femmes enceintes. Mais là, c'est parce que ça a des effets tératogènes, de malformation, qu'on dit qu'il ne faut pas le donner aux femmes enceintes. Mais on ne reconnaît toujours pas les cas d'autisme, qui sont plutôt déniés. Les données épidémiologiques actuelles n'ont pas mis en évidence de diminution du quotient intellectuel global chez les enfants exposés in utero au valproate de sodium. Par ailleurs, quelques cas isolés d'autisme et de troubles apparentés ont été rapportés. Donc on est dans l'euphémisation, il y a quelques cas isolés, mais enfin c'est pas trop grave, c'est pas pour cette raison-là qu'on le déconseille aux femmes enceintes, mais c'est pour les malformations. En revanche, à partir de 2013-2015, c'est-à-dire les dernières RCP, là ça devient complètement alarmant.
Les données épidémiologiques actuelles mettent en évidence une diminution du quotient intellectuel global chez les enfants exposés in utero au valproate de sodium, et avec une contre-indication très ferme. Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les femmes en âge de procréer, sauf en cas de réelle nécessité. Donc pas seulement chez les femmes enceintes, mais aussi chez toutes les femmes en âge de procréer. En 2015, bon, c'est toujours pire. Après, en 2015, enfin, on a des statistiques. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'études, mais là, enfin, des études menées chez les enfants d'âge préscolaire exposés in utero au valproate montrent que jusqu'à 30 à 40% d'entre eux présentent des retards de développement dans la petite enfance. Le quotient intellectuel chez des enfants d'âge scolaire, 6 ans exposés in utero au valproate, est en moyenne de 7 à 10 points inférieur à celui des enfants exposés à d'autres épileptiques. Quant à l'autisme infantile, il s'avère 5 fois plus fréquent. Donc on a enfin des études. Et donc, on voit qu'en fait, quand on me dit ça a toujours été déconseillé, en fait, c'est déconseillé à partir de 2004 pour des raisons de malformation, et c'est déconseillé à partir de 2013-2015 pour les cas d'autisme. Mais on peut me dire, bon, bah d'accord, mais Sanofi, pendant ce temps-là, ne savait pas. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas déconseillé. Bon, alors, ce que me dit Marine Martin, c'est... Dès le lancement de la dépakine en 1967, ils le savent en regardant les souris. Bon, ça, mais on peut douter de cette parole qui n'est pas neutre, puisqu'elle lutte contre, ayant elle-même un enfant autiste, elle lutte contre l'usage de la dépakine chez les femmes enceintes. Mais elle me dit, je me suis procuré les données de pharmacovigilance interne au groupe Sanofi, à partir des années 80, et dès ce moment-là, ils savent. Alors, je lui ai demandé d'avoir ces données de pharmacovigilance, elle m'a demandé de passer par son avocat, et parce que ce n'est pas des données qui sont publiques, le groupe Sanofi n'est pas content du tout qu'elle dispose de ça, donc du coup, on va faire sans. Qu'est-ce qu'on voit ? On va se borner à la littérature scientifique. En 1988, on a une étude de Hardinger et Atkin qui fait apparaître que 71% des enfants exposés au valproate de sodium, donc toujours la dépakine, présentent un retard de développement ou des troubles neurologiques. Donc dès 1988, il y a une étude scientifique qui dit qu'il y a des troubles neurologiques avec la dépakine. En 1989, on s'est montré sur des gerbilles de Mongolie, donc des formes de souris, qui démontrent que cette molécule induit des troubles neurodéveloppementaux. En 1994, ces troubles sont parfaitement décrits par Christianson et confirmés par toutes les études ultérieures. Donc là, à partir des années 90, la communauté scientifique sait. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le décalage. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui vient dire que dès 1986, des cas marquants sont recensés, ce qui aurait dû être un signal pour Sanofi produire des études sur la question et éventuellement remettre en cause la commercialisation du médicament. Ce qu'on voit, c'est que donc, il y a 2 décennies de décalage. 2 décennies pendant lesquelles ce médicament, la dépakine, va être tranquillement vendu, tranquillement remboursé par la sécurité sociale et tranquillement venir gonfler le chiffre d'affaires de Sanofi entre 1986, du moins le milieu des années 80, où le laboratoire Sanofi sait, et le début des années 2000, 2004, 2006, où enfin il y a un changement dans les indications et les contre-indications. Je remercie les spectateurs de la vidéo pour leurs remarques critiques. Mais je les maintiens. Je maintiens donc du coup a posteriori, c'est pas bien de faire sa vérification a posteriori, ça c'est vrai. Mais ayant fait cette vérification, je maintiens que je considère Sanofi Saint-Élabo comme le responsable numéro 1 de ce scandale sanitaire. Et on pourrait souhaiter que les 6 milliards d'euros de dividendes soient évidemment confisqués aux actionnaires, qui servent au fonds d'indemnisation de victimes plutôt que ce soit les contribuables qui payent, puisque c'est vous qui les payez pour l'instant. Et surtout, peut-être au développement de médicaments pour lutter contre l'autisme et contre l'épilepsie avec de moindres conséquences sur le corps, sur la santé. Il faut savoir que ces 6 milliards d'euros-là, j'ai regardé, c'est 8 fois le Téléthon. C'est-à-dire qu'on fait des journées Téléthon spéciales pour lutter contre les maladies orphelines. Eh bien, ces 6 milliards d'euros-là, qui sont confisqués à la recherche et confiés aux actionnaires de Sanofi, c'est 8 fois le Téléthon. Donc c'est tout à fait considérable, quoi. Donc j'attends maintenant peut-être que Barbara, William et Cécile auront d'autres remarques critiques sur mon raisonnement et on essayera d'y répondre.